Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous n'avez jamais été aussi court que Marhedi. Bienvenue à toutes et à tous. Très honoré de pouvoir être parmi vous pour démarrer ce marathon. Inch'Allah Tawfiq. On va commencer la première séance thématique. Je suis honoré, j'ai un immense plaisir d'avoir à mes côtés également des confrères, mais aussi des amis. J'ai nommé Dr Berish et Dr Mhiri. Et on est là pour piloter un petit peu cette séance qui va porter sur la pathologie infectieuse, en particulier les infections respiratoires. C'est à mon sens un sujet qui devient vraiment d'actualité. On est tous conscients qu'il y a un problème quand on pense à traiter ces infections et à prévenir ces infections. Quand on voit un peu les niveaux de consommation en termes d'antibiothérapie en Tunisie, mais c'est aussi un problème qui devient mondial, on commence à s'inquiéter à un moment où nous sommes également en train de battre des records en termes de niveau de résistance. Ça commence à être vraiment très très inquiétant et je félicite la STMRA d'avoir choisi ce thème qui n'est plus un luxe, et nous avons une grande responsabilité en tant que praticiens pour essayer d'apporter quelques éclaircissements, ce qui devrait être un rationnel, aussi bien pour traiter ces infections, mais également et surtout pour prévenir. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de prévention. Sans plus tarder, pour ne pas avoir du retard, j'ai le plaisir d'inviter mon ami professeur Fatma Tritr, qui va avoir la lourde tâche pour nous dire quelle serait la meilleure façon d'adopter dans cet usage aux antibiotiques quand on veut traiter une infection respiratoire. Fadal Fatma. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord... Oui. Je voudrais tout d'abord remercier la STMRA et surtout le comité scientifique de m'avoir confié de vous parler d'un sujet qui, je pense, est très important, aussi bien pour notre pratique clinique de tous les jours, mais aussi en matière de santé publique, à savoir l'optimisation de l'antibiothérapie dans les pneumopathies aiguës communautaires en 2024. Et cet enjeu est important parce que, comme vous le savez, les pneumopathies communautaires représentent un lourd fardeau, aussi bien humain que financier. Elles sont fréquentes, elles représentent le premier rang des infections traitées par antibiotiques. Elles sont coûteuses, à l'origine de dépenses importantes, par la consommation d'antibiotiques, comme tu viens de le dire, Hichem, et l'absentéisme professionnel, et surtout par leur gravité potentielle, puisqu'elles représentent la première cause de mortalité infectieuse dans le monde, malgré la diffusion large des antibiotiques. On estime environ à 11% de mortalité les patients hospitalisés pour pneumopathie aiguë infectieuse, et ça peut même aller jusqu'à 30% chez les patients nécessitant une ventilation mécanique. Comme vous le savez, les facteurs de risque sont nombreux et classiques, c'est surtout l'âge avancé. Les comorbidités chroniques, en particulier nous les pneumologues, ce sont les BPCO, les infections respiratoires virales qui peuvent faire le lit des pneumopathies communautaires, mais aussi il y a l'altération des moyens de défense, le tabagisme, l'éthylisme, la toxicomanie et les autres facteurs de risque, c'est essentiellement les mauvaises conditions socio-économiques, les séjours en milieu carcéral et dans les orphelinats. De même pour les étiologies les plus fréquentes des pneumopathies communautaires, que ce soit pour les patients traités en ambulatoire ou en hospitalier ou même dans les unités de soins intensifs, ce qu'il faut retenir, c'est essentiellement le streptocoque pneumoniae qui est le germe le plus fréquent et le plus grave du fait de sa létalité, mais aussi on trouve aussi les germes intracellulaires, essentiellement le mycoplasme et le chlamydier, aussi bien chez les patients traités en ambulatoire que les patients hospitalisés. Et pour les patients qui sont hospitalisés en unité de soins intensifs, il y a des germes encore plus graves, à savoir le staphylocoque et le légionelle. Et malheureusement, malgré le développement des tests microbiologiques actuels et des tests moléculaires, il faut savoir que dans plus de 50% des cas, il y a une absence de documentation microbiologique de ces pneumopathies communautaires. C'est pour cela qu'on est souvent amené à avoir une antibiothérapie probabiliste. Malheureusement, il y a une mauvaise utilisation des antibiotiques, comme je vous le rapporte sur cette étude prospective menée en Suisse avec un questionnaire
qui a intéressé 250 médecins généralistes, grands prescripteurs d'antibiotiques. On voit que ces médecins prescrivaient trop d'antibiotiques pour les bronchites aiguës virales, chez pratiquement plus de 1600 patients, donc âgés de 16 ans, donc avec une prescription d'antibiotiques dans plus de 40% des cas, ce qui n'est pas du tout justifié pour les bronchites aiguës qui sont virales. À l'inverse, dans les pneumonies communautaires, surtout chez les sujets âgés, il y avait une prescription d'antibiotiques, mais les mauvais antibiotiques dans plus de 60% des cas. Et donc, cette surprescription et le mauvais usage des antibiotiques ont amplifié le problème de résistance bactérienne aux antibiotiques, rendant certaines souches bactériennes malheureusement difficilement traitables. Et selon l'OMS, à partir de 2050, les infections à bactéries multirésistantes représenteraient la première cause de mortalité dans le monde. À tel point que maintenant, pour l'antibiorésistance, on parle même d'une véritable pandémie silencieuse, puisqu'en 2019, cette antibiorésistance serait responsable de pratiquement 6 millions de décès. Et en Europe, dans les années 2020, il y avait 35 000 décès par an dus à une antibiorésistance, ce qui représente un taux comparable au nombre combiné de décès aussi bien liés à la grippe qu'au sida et qu'à la tuberculose. Donc c'est vraiment assez inquiétant. Et finalement, où en sommes-nous en Tunisie? Là, je vous rapporte une étude ancienne, mais je pense qu'elle est assez intéressante et j'espère qu'on va pouvoir la refaire. Elle date de plus de 20 ans, mais elle a intéressé plus de 557 patients. Donc, dans la plupart des cas, il y avait des morbidités dans 69% des cas. Et vous voyez que l'agent identifié n'a été fait que dans 23% des cas. Peut-être ça s'explique parce que ces patients hospitalisés avaient déjà reçu des antibiotiques avant d'être hospitalisés. Et paradoxalement, il y avait l'hémophilus influenzae qui était beaucoup plus fréquent, 40%, suivi du pneumocoque. Mais parallèlement, dans le service de bactériologie de l'hôpital de l'Ariana, sur les prélèvements effectués sur les 221 pneumopathies communautaires, peut-être probablement des patients hospitalisés en réanimation, vous voyez que les germes isolés quand même et le taux d'isolement du germe est beaucoup plus important, 65% des cas, et là, le streptocoque pneumoniae revient en premier lieu, 38%, suivi de l'hémophilus influenzae et du Klebsiella pneumoniae. Tout en sachant qu'il y a eu en Tunisie une instauration du système de surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques, c'est le fameux antibiorésistance en Tunisie, le LART, et à partir de 2016, la Tunisie a intégré le réseau international de surveillance de l'antibiorésistance, le GLAS, et vous voyez, selon les données du LART 2022, concernant le streptocoque pneumoniae, il y a une sensibilité diminuée à la pénicilline dans 75% des cas, mais les véritables résistances à la pénicilline G, elle est de l'ordre de 9%, pour l'ampicilline, elle est de l'ordre de 13%, et enfin pour la céfotaxime, elle est de l'ordre de 1,3%. Là aussi, il y a eu une autre enquête menée dans le service de bactériologie de l'hôpital d'Ariana, concernant la résistance maintenant de l'hémophilus influenzae pour les fluoroquinolones. Et vous voyez que sur les pratiquement 1900 souches testées, l'hémophilus influenzae était résistant soit à la ciprofloxacine, soit à la lévofloxacine dans pratiquement 5% des cas, peut-être ce qui reflète la surprescription malheureusement des quinolones en ambulatoire. Donc c'est pour cela que tous ces faits inquiétants d'antibiorésistance, donc on devrait vraiment revoir nos pratiques pour garantir l'efficacité des traitements et limiter les risques de résistance. Et pour cela, il faut imposer un diagnostic précoce, mais une stratification des patients pour voir la sévérité de la pneumonie, avec un choix initial adapté de l'antibiothérapie, avec une optimisation des doses et de la durée du traitement. Et là, je vais me baser sur les différentes recommandations internationales, en particulier les recommandations du CPLF de 2024, mais aussi il y a les recommandations européennes, américaines, anglaises, et surtout, nous avons maintenant notre propre guide de l'INIAS Santé avec le bon usage des antibiotiques qui est actuellement en édition, donc 2024, mais qui a eu l'accord du comité de lecture. Donc tout d'abord, rapidement, cette plaque, mais je pense qu'elle est très importante, c'est le diagnostic précis de la stratification des patients. Il faut faire un bon diagnostic de pneumopathie communautaire. Il se base sur la clinique, mais aussi sur la radiographie du thorax. Et pourquoi pas, maintenant, l'apport de l'échographie thoracique chez les patients chez qui on ne peut pas faire de radiographie du thorax. Elle a un bon apport, mais il faut que ce soit vraiment un opérateur formé. Deuxièmement, fait important aussi d'apprécier la gravité clinique. Par les scores, on revient au score de Fine, mais plus le score CURB 65 ou le CRB 65, et en plus avoir une démarche étiologique
Nous avons dit c'est un traitement probabiliste, donc normalement il n'y a pas de marqueur biologique, pas d'examen microbiologique, pas de densitométrie thoracique pour les pneumopathies aiguës communautaires traitées en ambulatoire, sauf s'il y a des pneumopathies graves, sauf s'il y a des complications, sauf si on suspecte un diagnostic différentiel associé tel qu'un cancer bronchopulmonaire ou une tuberculose. Dans tous les cas, il faudra prendre en charge ces patients, donc traiter l'antibiothérapie, et nous allons voir, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le choix initial de l'antibiothérapie, nous l'avons dit, c'est un traitement empirique, donc il va se baser sur le profil épidémiologique et les comorbidités du patient. Deuxièmement, en ambulatoire ou même en hospitalisation, on privilégie pour les pneumopathies aiguës non graves une monothérapie, alors que pour les pneumopathies sévères, une bithérapie, et on utilisera des molécules à spectre EC3, telles que les bêta-lactamines et les macrolides. Pour les patients sujets âgés de moins de 65 ans, apparemment sains, sans antibiothérapie antérieure, donc pour de première intention pour les pneumopathies ambulatoires, toutes les sociétés savantes, toutes les guidelines recommandent l'utilisation de l'ampicilline, mais à forte dose, l'amoxicilline, pardon, à forte dose, c'est-à-dire 3 grammes par jour. S'il y a une forte suspicion des germes atypiques selon nos contextes épidémiques, on peut utiliser les macrolides ou encore une doxycycline. En cas de réaction d'hypersensibilité aux bêta-lactamines, ce qui est recommandé actuellement quand c'est des réactions modérées non IgE-médiées, une céphalosporine de 3e génération. Si ce sont des réactions IgE-médiées ou des réactions sévères retardées, on évitera les céphalosporines en attendant de faire les tests médicamenteux, et on privilégiera les fluoroquinolones à la dose de 750 mg par jour pour la lévofloxacine ou même la moxifloxacine à la dose de 400 mg par jour. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative thérapeutique maintenant aux bêta-lactamines et aux fluoroquinolones si on ne peut pas vraiment les utiliser? Là, il y a de nouvelles molécules qui apparaissent. C'est la léfamuline, qui a un spectre beaucoup plus large que les quinolones, mais elle ne couvre pas les antibactéries, les entérobactéries, pardon, et il y a une expérience limitée du fait du coût de cette molécule. Il y a aussi l'omadacycline, qui est une nouvelle tétracycline semi-synthétique, qui est active par contre sur la plupart des germes, y compris les entérobactéries, mais qui reste quand même inactive contre certaines espèces telles que le Pseudomonas ou le Proteus. Et vous voyez que cette molécule, il faudra l'administrer avec un jeûne nécessaire au moins de 4 heures avant et même 2 heures après la prise d'antibiotiques. Donc ce sont encore des molécules à laisser et elles ne sont pas utilisées de façon large. Concernant maintenant les sujets âgés de plus de 65 ans avec une comorbidité ou une utilisation antérieure d'antibiotiques, là on va donner l'amoxiclave, donc 3 grammes par jour ou même 2 grammes fois 2 par jour, avec les autres alternatives comme pour les sujets de moins de 65 ans. Par contre, quand on revoit la littérature et la mise à jour des Américains, vous voyez que d'emblée, pour les pneumopathies aiguës ambulatoires, ils préfèrent associer d'emblée une thérapie combinée, associant des bêta-lactamines et des macrolides qui sont souvent préférés à la doxycycline. Et comme alternative thérapeutique, ils reviennent à la monothérapie avec les fluoroquinolones ou même les nouveaux antibiotiques, la léfamuline ou l'omadacycline. Concernant maintenant les patients hospitalisés. Donc là aussi, c'est toujours le traitement antibiotique empirique en attendant le résultat des examens complémentaires. Et chez les patients qui sont sans suspicion de Pseudomonas ou de staphylocoque résistants, c'est l'association de bêta-lactamines et des macrolides. Pour les bêta-lactamines, c'est surtout les céphalosporines de 3e génération, ou encore une monothérapie avec des fluoroquinolones respiratoires, où on peut associer les deux, bêta-lactamine et doxycycline, s'il y a une impossibilité d'utiliser les macrolides ou les quinolones. Éventuellement, évidemment, un traitement antiviral si le test influenza est positif, et nous l'avons déjà dit, la co-infection bactérienne et virale est assez fréquente. Concernant maintenant les patients hospitalisés avec une pneumonie grave, pour les sujets jeunes sans comorbidité, on associera une céphalosporine de 3e génération avec un macrolide ou une fluoroquinolone. De même pour les sujets avec comorbidité et le sujet âgé, c'est la même chose, c'est céphalosporine et fluoroquinolone. Et enfin pour les pneumopathies graves nécrosantes et suspicion d'un staph PVL+, c'est l'association de céphalosporine avec un linezolide ou même vancomycine, clindamycine ou rifampicine, donc ce sont les antibiotiques anti-staphylococciques. Évidemment, le même raisonnement, s'il y a une hypersensibilité aux pénicillines, on donnera une céphalosporine de dernière génération, la carbapénem, et s'il y a vraiment une impossibilité d'utiliser une bêta-lactamine, on fera une combinaison de fluoroquinolone et d'astréonam.
Concernant maintenant les patients hospitalisés, mais qui sont connus, colonisés par le Pseudomonas ou des antécédents d'infection à Pseudomonas, ou aussi une hospitalisation récente avec administration d'antibiotiques en IV. Là aussi, on utilisera les bêta-lactamines anti-Pseudomonas, telles que la ceftazidine, le cefipime, l'imipenem, avec une fluoroquinolone anti-Pseudomonas, telle que la ciprofloxacine ou la lévofloxacine. Enfin, pour les patients avec une colonisation connue, une infection antérieure à Staph métiaire, ce sont là aussi, en plus des bêta-lactamines et des fluoroquinolones anti-Pseudomonas, on associera aussi un agent anti-Staph métiaire, c'est-à-dire la vancomycine ou le linezolide, et là aussi la thérapie antivirale chez les patients suspects ou connus porteurs d'influenza. Concernant maintenant les recommandations de l'INEAS, c'est pratiquement la même chose. Alors, aussi bien pour les patients ambulatoires que pour les patients hospitalisés, de première intention, l'agent causal ciblé et le pneumocoque. Donc, on commencera par l'amoxicilline, éventuellement, si germe atypique, macrolide. Pour les patients en ambulatoire ou même hospitalisés avec des comorbidités, on gardera toujours l'amoxicilline acide clavulanique et comme alternative, soit les macrolides, pristinamycine, fluoroquinone doxycycline. Et pour les pneumopathies assez hospitalisées avec comorbidité, on privilégiera les céphalosporines de 3e génération, les fluoroquinolones et la doxycycline. De même, pour les pneumopathies graves, vous voyez ici les indications pour les pneumopathies sévères, sujet jeune ou sujet âgé. Avec comorbidité ou sans comorbidité, c'est la même chose. On va donner l'amoxicilline acide clavulanique, mais à forte dose, 4 à 6 grammes, associé à macrolide. Et comme alternative, le céfotaxime ou la ceftriaxone, donc qui est intéressante parce qu'on peut l'utiliser en intramusculaire, avec une fluoroquinolone ou même une doxycycline. Et pour les pneumopathies sévères avec forte suspicion de légionellose, c'est l'amoxiclave en association avec les macrolides ou la érythromycine en intraveineux ou clarithromycine et associée à la lévofloxacine avec comme alternative la rifampicine. Là aussi, donc, je vais aller rapidement. Vous allez trouver tous ces données-là dans le guide. Donc, on va utiliser des céphalosporines de 3e génération et toutes ces molécules, ce qui est important, sont disponibles en Tunisie. Évidemment, dans les pneumopathies sévères avec ou une surinfection virale, on associera le zeltamivir. Dans tous les cas, toute pneumopathie infectieuse doit être réévaluée au bout de 48 à 72 heures, avec un suivi rigoureux, évidemment, surveillance clinique surtout, avec une réévaluation clinique systématique à 48-72 heures, et la stabilité clinique à J3 de traitement pour les pneumonies non sévères peut parfois imposer l'arrêt des antibiotiques, certaines équipes, je vais y revenir. Faut-il faire une radiographie de contrôle? Les recommandations actuelles pour les pneumopathies communautaires en ambulatoire, elle n'est pas systématique en cas d'évolution favorable, sauf s'il n'y a pas d'amélioration ou d'aggravation des signes respiratoires ou facteurs de risque de cancer. Enfin, s'il n'y a pas d'amélioration, évidemment, où il y a une aggravation clinique, on peut switcher si on a commencé par l'amoxicilline par les macrolides ou vice-versa, discuter l'hospitalisation des patients et éventuellement, donc à ce moment-là, les prélèvements et discuter l'imagerie thoracique. Dans tous les cas, ce qui est recommandé maintenant, c'est une sortie précoce des patients hospitalisés, s'il y a une stabilité clinique, passer au traitement par voie orale pour réduire le risque justement associé au séjour hospitalier et surtout réduire les coûts. Alors, concernant la durée du traitement, vous voyez que l'évolution maintenant de la durée du traitement selon les sociétés savantes, toutes elles s'alignent pour diminuer au maximum la durée du traitement. Avant, c'était 14 jours, 7 jours. Maintenant, on va même vers la durée de 5 jours de traitement. Mais en pratique, ce n'est pas vraiment ça, puisqu'on voit que, par exemple, pour la médiane de traitement pour les équipes américaines reste importante de 9,5 jours. Et même en France, elle reste en moyenne de 10 jours. Donc, les gens ont toujours peur de raccourcir la durée du traitement. Alors, pourquoi réduire la durée de l'antibiothérapie? C'est simplement pour réduire les effets secondaires, parce que chaque jour en trop va augmenter de 1,5% le risque d'effets indésirables, mais aussi prévenir surtout l'émergence des résistances et réduire les perturbations du microbiote, on l'oublie, et c'est un élément important, réduire le coût évidemment, et améliorer l'observance thérapeutique. Alors comment? C'est surtout par des critères cliniques. Est-ce que les biomarqueurs, en particulier la procalcitonine, ont un intérêt? Nous allons le voir. Donc là, je vous rapporte rapidement les résultats des études. La première, donc,
qui a intéressé des patients porteurs de pneumopathie aiguë communautaire avec quand même un performance statut de 4 à 5, donc ce sont des malades lourds, donc dans 40% des cas. Donc ces malades ont reçu 3 jours d'antibiotiques, soit l'amoxiclave, soit une céphalosporine de 3e génération. Et s'il y avait une stabilité clinique, comme vous voyez les différents critères, il y avait une randomisation en 2 groupes. Soit les patients prenaient un placebo, donc on arrêtait le traitement en 3 jours, soit on continuait avec la bêta-lactamine, amoxiclave ou céphalosporine pour un total de 8 jours. Et vous voyez que le critère principal, c'était la guérison AG15, avec un taux de guérison avoisinant, pratiquement identique, sans différence significative, et les auteurs de conclure la non-infériorité de la stratégie arrêt de l'antibiothérapie AJ3 s'il y a une stabilité clinique. Par contre, il y a une revue récente publiée en 2024, là aussi qui a étudié la durée du traitement antibiotique jusqu'à la pyrexie et la stabilité clinique depuis au moins 48 heures et pendant au moins 5 jours. Et là, les résultats des différentes méta-analyses ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre une durée de traitement de 3 à 7 jours versus une durée de traitement plus prolongée de 7 à 10 jours. Alors, faut-il doser la procalcitonie sérique? Les recommandations actuelles sont claires, pas d'intérêt dans le démarrage des antibiotiques. On peut éventuellement utiliser les seuils de procalcitonine dans les pneumopathies aiguës communautaires sévères, surtout avec un état de sepsis, en complément là aussi du jugement clinique pour aider à l'arrêt précoce des antibiotiques, avec surtout une réduction du taux d'incidence des colites. Intérêt des corticoïdes, là aussi, des pneumopathies communautaires, ils ne sont pas là aussi recommandés en ambulatoire et même en hospitalier pour les pneumopathies non graves. La seule indication, c'est les pneumopathies graves quand il y a un état d'insuffisance respiratoire aiguë ou de ventilation mécanique. Et on utilisera à ce moment-là l'hydrocortisone à la dose de 200 mg par jour pendant une durée, une semaine environ. Et ça, les études ont toutes démontré qu'il y avait une réduction des décès des pneumopathies communautaires sévères. Dans tous les cas, ces corticoïdes sont à éviter s'il y avait une pneumonie d'inhalation, une myélosuppression ou une suspicion d'infection fongique ou une tuberculose. Alors, je terminerai rapidement par les nouvelles approches et technologies pour optimiser l'antibiothérapie en 2024. Est-ce qu'avec l'essor de la médecine de précision, est-ce qu'on a des perspectives pour des antibiothérapies personnalisées en tenant compte du profil génétique du patient et de la sensibilité spécifique des bactéries et avec peut-être aussi l'intelligence artificielle et l'utilisation des logiciels d'aide diagnostique thérapeutique, c'est la grande mode, peut-être on pourra guider la sélection et la durée des antibiotiques. Deuxièmement, le problème des probiotiques et de la modulation du microbiome. La préservation du microbiome altéré par une antibiothérapie large est devenue une priorité. Donc, intérêt de l'usage des probiotiques et des prébiotiques en complément des traitements antibiotiques pour minimiser les effets secondaires gastro-intestinaux et restaurer l'équilibre du microbiote. Et enfin, ne pas oublier l'éducation des professionnels de santé et des patients, surtout les cliniciens. Il faudra les fermer sur les dernières recommandations et la gestion des résistances. Et heureusement que l'INIAS, donc le guide l'INIAS Santé, va bientôt sortir et j'espère que les cliniciens vont y adhérer. Et aussi, éducation des patients, informer les patients sur l'importance de l'adhésion aux prescriptions et des risques de la surconsommation d'antibiotiques et donc de la risque surtout de l'automédication. En résumé, pour conclure, le traitement antibiotique des pneumopathies communautaires en ambulatoire, rapidement, toutes les sociétés s'accordent pour les patients sans morbidité de commencer par cibler le pneumocoque, donc amoxicilline, éventuellement macrolide s'il y a une suspicion de bactéries atypiques, et chez les patients avec comorbidité, amoxiclave. Pour les patients hospitalisés, donc toujours de première intention l'amoxicilline associée au macrolide. Pour ceux qui ont une comorbidité, donc patients hospitalisés, l'association d'amoxiclave ou une céphalosporine de 3e génération associée au macrolide. Et pour les patients hospitalisés en soins intensifs, ce sont les céphalosporines de 3e génération, macrolide ou une quinolone. Et pour la durée du traitement antibiotique, je pense que là, je vais résumer un peu. Pour les pneumopathies légères, c'est les recommandations aussi de l'INIAS Santé, c'est 5 à 7 jours. Pour les pneumopathies graves ou comorbidités chroniques, 7 à 10 jours. Pneumopathie à staph, plus long, 14 jours. Légionnelle, 14 jours. Et pour les pneumopathies graves chez les immunodéprimés, c'est plutôt 21 jours. Et vous voyez que la durée du traitement peut être raccourcie quand on utilise les macrolides, en particulier l'azithromycine. Voilà, en conclusion, optimiser l'antibiothérapie dans la prise en charge de pneumopathie en 2024 nécessite une approche intégrée. Donc, le bon choix de l'antibiotique, une durée de traitement ajustée et une évaluation clinique continue
de la réponse clinique. Et deuxièmement, surtout, le souci permanent d'écologie bactérienne, donc réduire la durée de l'antibiothérapie, réduire le spectre d'antibiotiques, je vous l'ai dit, donc ce sont des antibiotiques plutôt à spectre étroit, et éviter les fluoroquinolones en première intention, sauf s'il s'agit de pneumopathie grave ou en cas de suspicion de légionnaire. Voilà, je vous remercie. Merci Fatma pour le respect du temps déjà, pour cette belle revue mise à jour des nouvelles recommandations en termes d'antibiothérapie. Merci de nous avoir aussi donné un petit peu d'espoir avec ces nouvelles approches. Moi je suis content que des labos pensent à nous fournir de nouveaux antibiotiques. C'est peut-être de l'espoir, mais c'est aussi de grosses inquiétudes. Je pense que l'assistance a été très très intéressée par cette belle conférence et a certainement des questions, des commentaires. Béchir, bien sûr, a vite levé sa main. Alors, est-ce qu'on a à la disposition un baladeur? Sinon, Mathieu... Merci Fatma pour cette excellente présentation. Alors, il y a au niveau de l'antibiothérapie de première intention, j'ai un petit souci. Alors, on sait qu'en Tunisie, et vous l'avez bien montré, le pneumocoque, on voit une sensibilité du pneumocoque, enfin le pneumocoque à sensibilité diminuée, ça va à 74%. Ils sont sensibles à des doses élevées de... Et en même temps, on sait que ces pneumocoques à sensibilité diminuée à la pénicilline sont résistants aux macrolides. Et on sait aussi dans les données, on a une autre donnée, qu'il a été clairement prouvé actuellement que les corrélations radiocliniques, typiques, atypiques, on n'en tient plus compte. La corrélation n'est pas aussi parfaite. Tableau, pseudo-grippal, diffuse, bilatéral, ça, il y a eu des études qui l'ont prouvé. Donc, faire une antibiothérapie de première intention avec ce qu'on faisait avant, il y a quelque temps, actuellement, on ne conçoit plus, et vu le risque de mortalité qui est dû au pneumocoque essentiellement. C'est-à-dire, si on loupe un atypique, ce n'est pas grave. Donc, moi, je pense que j'ai un peu de réserve par rapport à la proposition de dire que si le contexte est plutôt atypique, commencer de première intention par un macrolide dans notre pays, et avec notre pneumocoque, et avec la résistance qu'il y a, et avec le risque de mortalité qui émane du pneumocoque, c'est un peu risqué. La majorité de recommandations actuellement, ils vont de toutes les façons couvrir le pneumocoque de première intention, même si la clinique n'est pas très très parlante. D'accord avec toi, Béchir. Peut-être j'aurais dû mettre une phrase. Évidemment, les macrolides, on les met que quand il y a un contexte épidémique évident, ou bien quand il y a un contexte familial, de contagion familial. Donc, mais pas d'emblée. Mais là, j'ai repris la synthèse de toutes les recommandations, mais vous voyez que pour l'INIAS Santé, on commence toujours de première intention par l'amoxicilline, et je pense que c'est le plus important, le message le plus important à passer, c'est de préserver, cibler le pneumocoque en premier lieu et de donner de l'amoxicilline, mais à forte dose, 3 grammes c'est suffisant même pour le pneumocoque à sensibilité diminuée, et réserver l'amoxiclave pour les comorbidités et surtout les fluoroquinolones en 3e position quand on ne pourra pas utiliser ces antibiotiques ou quand il y a une contre-indication. Merci Fatma pour cette excellente présentation. Moi je voulais faire une remarque sémantique au départ. Moi, le terme de PAC légère, j'aime pas du tout. Parce que PAC légère, ça veut rien dire, parce que vous avez un risque de mortalité très important. Donc, dans la littérature, il n'y a pas le terme de légère, il devrait le modifier sans signe de gravité. Ça serait mieux que de dire PAC légère. S'ils peuvent le faire, ça serait bien. Deuxièmement, maintenant, pour le problème de la dualité qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe. Parce que les États-Unis ont une place plutôt fluoroquinolone et l'Europe fait une grande place surtout pour les bêta-lactames. Moi, je pense qu'aux États-Unis, leur hantise, c'est la mortalité dans les institutions. Dans les institutions, ils ont une part très importante d'atypiques. Comme ils veulent couvrir les deux, forcément que le fluoroquinolone, en première intention, s'en est. Pour ce qui nous intéresse, nous, je pense qu'il faut rester, comme l'a dit Béchir,
on reste sur l'ampicilline. Et puis il y a un deuxième médicament qui est bien en deuxième position, c'est la pristinamycine. Parce que la pristinamycine, c'est quand même macrolide malgré tout, et qui peut faire le jeu en cas d'échec. Moi, personnellement, je vous dis en pratique ce que je fais. Oui. Si au bout de 48 heures, 78 heures, il n'y a pas de réponse au bêta-lactame, et qu'il y a un maintenant, c'est difficile de dire atypique, il vaut mieux garder 2 qu'enlever 1. Quand on garde 2, on a beaucoup plus d'assurance, surtout pour le raccourcissement du traitement. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Serli. Bon, j'étais peut-être un peu rapide, mais c'est les recommandations. Sauf que la pristinamycine, il ne faut pas oublier qu'elle a des effets indésirables quand même assez importants, surtout les troubles digestifs qui sont vraiment gênants chez certains malades. Les macrolides, azithromycine, clarithromycine, sont beaucoup mieux tolérés. L'azithromycine, maintenant, ils veulent la préserver, justement. C'est pour ça qu'elle n'existe même plus en Europe, parce qu'elle va rentrer dans le traitement des maladies auto-immunes, elle a une autre place, et elle a été surusée pendant la période de Covid. C'est pour ça qu'actuellement, ils veulent absolument... La pristinamycine a quelque chose de bien, c'est une molécule naturelle, elle n'est pas génériquée. Donc on a un niveau d'accessibilité, de résistance qui est beaucoup moindre. Et elle est intéressante quand on a une hypersensibilité éprouvée aux bêta-lactamines. On commencera par la pristinamycine. Peut-être j'étais rapide, il y a trop de choses à dire, c'est un sujet qui est assez vaste et j'ai essayé de faire une synthèse. En tout cas, la pristinamycine, elle n'est pas disponible actuellement. Donc, Pardon ? on aurait aimé l'avoir, mais bon, elle n'est pas disponible. Merci Madame. J'ai voulu poser une question concernant les moyens de surveillance pour les PAC légères. Donc, oui, pour les... Alors, pour les plaques sensibles de gravité, qu'en est-il concernant les moyens de surveillance? Vous avez dit qu'il n'y a pas de moyens biologiques pour la surveillance. Donc, on fait le diagnostic de la radiothorax et la clinique, et puis après, comment faire? Est-ce que la pyrexie est suffisante? Et parfois, on est devant des patients qui sont demandeurs de résultats, qui les rassurent. Voilà. Oui, ça, c'est les patients. Mais moi, je te rapporte les recommandations parce que le but maintenant, c'est de diminuer c'est un problème de santé, donc diminuer le coût, etc. Et ce qui ressort maintenant, les recommandations, c'est de ne plus faire d'examen complémentaire et surtout pas de radiographie du contrôle si ça évolue favorablement. Et tu te bases surtout sur la clinique. La clinique est importante. Mais la période Covid qui évolue, ça peut même durer 2 semaines ou bien 3 semaines pour se remettre d'une pneumopathie infectieuse. Donc la période de convalescence, elle est parfois un peu longue. Et c'est pour cette raison que parfois on est amené ou bien on a besoin d'un facteur ou bien d'un marqueur. Oui, mais la convalescence peut être longue, je suis d'accord Lilia, mais c'est surtout une asthénie ou autre. Mais quand on parle de stabilité clinique, c'est les critères cliniques, c'est la fièvre, c'est la tension artérielle, c'est le rythme cardiaque et tout, l'auscultation pulmonaire, le reste. C'est pas parce qu'il est stressé, voilà, il est asthénique un jour qu'on va refaire la radio, tout en sachant que vous savez que le nettoyage radiologique peut durer même 3 mois. Hein. Pour une simple pathie communautaire, on peut avoir un nettoyage tardif. Bon, c'est mon avis. Hein. Je vous rapporte maintenant les recommandations actuelles. Il faut peut-être essayer de les appliquer. C'est pas sûr qu'on va le faire à 100%. On est tous en train de faire des radiographies du thorax, surtout chez nos patients hospitalisés. Et est-ce qu'on est tous en train de raccourcir le traitement antibiotique à 7 jours? Non, on ne le fait pas. Juste une petite remarque concernant la prescription du corticoïde dans les pneumopathies d'inhalation. Pourquoi c'est pas permis? C'est une contre-indication. Et je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre pourquoi, par quel mécanisme, mais c'est contre-indiqué. Les pneumonies d'inhalation, c'est ce que j'ai trouvé. Peut-être, Aïda, tu pourras répondre? Non, je ne sais pas, franchement, pourquoi. C'est ça ce qui se ressort dans les articles. Est-ce qu'ils pensent à d'autres germes, peut-être, qui peuvent être des immunodéprimés C'est pas à d'autres germes, mais les pneumopathies, les syndromes de Mendelssohn, c'est le cas. Tu as quand même une inondation des alvéoles. Oui. Donc un blocage du système de défense, il ne faut pas l'aggraver en donnant des corticoïdes, ça fait une deuxième immunodépression. C'est un peu ça. Juste une question, vous avez parlé rapidement de la procalcitonie. Oui. Donc dans l'évolution. Alors la question qui se pose quand on parle de procalcitonie, chez nous, les jeunes pneumologues sont très contents, donc ils vont laisser passer la clinique.
Et puis, le souci, c'est d'abord le coût de la procalcitonie et quel est le rythme justement du dosage de cette procalcitonie. Quand on parle, on dit pour voir l'évolution. Qu'est-ce que vous en pensez? D'emblée, non. On est d'accord. Même pour les jeunes pneumologues, d'emblée, pour une pneumopathie banale, on ne fait pas de procalcitonine. Donc l'intérêt, c'est surtout pour les pneumopathies sévères, graves, en réanimation, pour réduire éventuellement la durée du traitement antibiotique et toutes les complications, entre autres infectieuses, entre autres les infections acquises en milieu de réanimation. Donc généralement, ce qui est préconisé, c'est une cinétique carrément, un dosage tous les 2-3 jours chez les patients hospitalisés en réanimation. Et plus le taux diminue... Ça peut être au-devant de la SEM par rapport à la symptomatologie clinique, puisque ça coûte très très cher, alors que sur le plan clinique, quand il y a une aggravation, on se rend compte que l'antibiothérapie... Moi, je pense que c'est un complément. Comme je l'ai bien dit, le dosage de la procalcitonine, moi, je pense que la clinique est reine. Que ce soit pour les pneumopathies non graves, bon, Serli n'aime pas le terme de légère ou grave, on reste toujours clinicien, basé sur les critères cliniques, plus que sur les marqueurs biologiques. Du moins, en infectiologie, on n'utilise presque pas la procalcitonine, hein, quelle que soit la pathologie. Déjà, on n'en dispose pas à l'hôpital, ce qui est une bonne chose, parce que sinon, ça aurait été des demandes qui ne serveraient pas à grand-chose. La clinique prime, comme l'a bien dit professeur Tellitel. Juste une petite remarque par rapport à la microbiologie et à l'épidémiologie. Je crois que malheureusement, notre épidémiologie est en train de changer un peu parce qu'il y a un fléau actuellement qu'on est en train de voir peut-être plus en maladies infectieuses qu'en pneumologie, c'est l'usage de drogue par voie intraveineuse. Donc on a de plus en plus de pneumopathies aiguës communautaires chez les toxicomanes et le staff commence à prendre un peu de la place. Donc peut-être qu'il faudrait réserver dans les recommandations une petite rubrique pour donc cette population un peu particulière qui malheureusement devient ça existe. Voilà. Dans l'INIAS, ça existe, mais je ne voulais pas trop... Voilà, de plus en plus importante et qui pose beaucoup de problèmes de prise en charge. Staph et bacillogramme négatif aussi, puisque ce sont des germes de l'eau de robinet qui l'utilisent malheureusement.